Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On y va maintenant avec notre discussion économique. C'est Pierre Graff qui s'amène, PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Salut. Salut Jean-François. Bon début de semaine. On commence ça avec le secteur bancaire chinois. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Écoute, ça a été une semaine difficile en Chine. Il y a eu 40 banques en fait qui ont été absorbées en une semaine. Donc on parle de banques rurales là, qui sont des banques de petite taille. Or théoriquement, c'est pas quelque chose qui arrive dans une économie en santé et en croissance. Donc les Chinois, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment ils ont prêté que sans lendemain, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il y a eu vraiment accès à des prêts de manière très, très facile, puis ça a créé cette situation. Et c'est sûr que ça peut paraître surprenant parce qu'à la base, dans un pays aussi centralisé, c'est quelque chose vraiment qui est un peu hors norme. Mhm. Donc évidemment, pouvoir centraliser, économie dirigiste qui va te perdre vraiment avec un État communiste qui s'est converti en fait au capitalisme, capitalisme d'État, donc encadré. Mais l'État contrôle vraiment les entreprises, les dirige d'ailleurs, et même les dirigeants qui n'écoutent pas les règles sont souvent mis dans des camps de redressement ou même en prison. Puis l'économie, en ce moment en Chine, ben, il y a d'autres enjeux. C'est aussi ce qui fait que on se demande est-ce qu'il y a un lien, à quel point ça pourrait impacter la suite des choses. Parce que faut savoir que la Chine, par exemple, a une balance d'investissement net qui est déficitaire, ce qui n'était pas le cas nécessairement tant que ça les années, mais vraiment ça, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On voit aussi que donc les investissements directs étrangers continuent de chuter. Ils ont moins de latitude de ce côté-là, nos amis en Chine. Puis vraiment l'impact du vieillissement de la population. Il n'y a pas de renouvellement tant que ça de la génération suivante en raison de la politique de l'enfant unique qui a été abolie d'ailleurs il y a quelques années. Puis le secteur de la construction va aussi très mal, près de 10% vraiment de baisse. Il y a un plateau qui est arrivé avec toutes les gens qui sont sortis des campagnes pour les amener dans des villes artificielles, au point que sur les 550 villes qui sont sorties de terre, ben maintenant il y a des millions de logements qui ne sont pas comblés, qui sont vides. Parce qu'ils ont créé des villes fantômes, 50 en question d'ailleurs, qui sont donc inhabitées. Et pourtant, bah, c'est un secteur sur lequel normalement on s'appuie pour repartir vraiment la croissance. Donc, des phénomènes assez inquiétants en Chine. Mais est-ce que, parce qu'on dirait quand on entend comme ça des banques qui ferment, ça nous rappelle le mauvais cauchemar, puis là, tu me diras, je sais pas la bonne date, de 2011, lorsqu'aux États-Unis, il y a eu la bulle financière, les prêts hypothécaires qui étaient, bon, malheureusement mal distribués, il y a des banques qui ont fermé, puis là, après ça, il y a eu comme un cataclysme là, qui s'en est suivi sur les marchés boursiers, dans tous nos placements, dans tous nos REER, dans tous nos CELI, bref, sur l'échelle de la planète mondiale. Mais là, ces petites banques-là chinoises, c'est ce qu'on craint, mais on n'en est Alors, pas là. exact. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Pourquoi? Donc, la crise de 2008, les subprimes, dans le fond, c'était vraiment les banques qui avaient comme créé des produits dérivés qui valaient rien, puis la bulle a explosé et tout le monde est tombé, dont une banque de plus grande envergure qui est Lehman Brothers. Mhm. On n'en est pas encore là. On estime que c'est à peu près 40% des prêts quand même qui sont considérés comme vraiment des mauvaises créances dans ces banques rurales. Mais il faut savoir que il y a à peu près 3800 banques rurales, donc des banques de petite taille en Chine. Donc là, c'est 1% d'entre elles qui en une semaine ont été absorbées. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que on n'a pas résolu le problème. On a transféré la patate chaude à des Ouais. banques de moyenne taille. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème parce que ça veut dire que on a déplacé le problème dans des banques qui sont un peu plus grosses et qui, elles, à leur tour, pourraient faire défaut. Alors, pour l'instant, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est encore un phénomène qui est relativement isolé, relativement petit par rapport à la taille du secteur bancaire chinois. Mais c'est sûr que, comme tu le dis, si une bulle chinoise explose, comme le disent les experts, ce sera un tsunami qui est plus grand que le Covid, là. Donc, les effets d'entraînement, immédiatement, vraiment, les banques centrales à travers la planète seraient obligées d'injecter du cash vraiment pour stimuler les économies, car si la Chine s'enfonce, dans une crise financière, ça va emporter tout de suite l'économie des pays de l'Asie du Sud-Est et de Mhm. l'Australie qui sont dépendants de la Chine. Et ces pays-là avec qui on fait affaire, avec la Chine avec qui on fait affaire, et donc nos économies à leur tour seraient vraiment empêtrées là-dedans. Donc ce serait très problématique et on n'espère pas se rendre là. C'est pas le cas encore. Mais comme je le dis,
C'est vraiment problématique parce que l'enjeu en l'espèce, c'est que vraiment les banques de taille moyenne sont pas à l'abri à leur tour, je l'ai mentionné, de faire faillite lorsque vraiment ces mauvaises créances vont arriver dues et ils ne pourront pas être couvertes. Donc ça pourrait aussi créer de la panique, on le sait. Là, on l'a vu d'ailleurs la semaine Ouais. passée en Chine, des épargnants qui arrivent pour retirer leurs billes, ne peuvent pas le faire. Et potentiellement, bah, les gens vont commencer à moins mettre d'argent dans les banques ou essayer d'en sortir. Mhm. Puis là, bah, ils pourront pas nécessairement couvrir les dépôts. Puis là, donc, c'est les banques qui ferment à ce moment-là. Puis le processus s'enclenche. Donc, on va voir un peu ce qui va arriver. Faut pas oublier que pour l'instant, la politique d'expansion de la Chine, notamment sa grande politique industrielle de 2015, semble porter ses fruits et ça semble contrebalancer la mauvaise performance de la construction et du secteur bancaire. Euh, mais pour avoir vraiment vécu en un si laps de temps autant d'absorption, vraiment en une semaine 40 banques, ça démontre quand même qu'il y avait une anticipation du pouvoir central, qu'il y avait vraiment une compréhension de ce qui pouvait se passer. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois est actionnaire de toutes les grandes banques, là, donc c'est sûr qu'ils surveillent aussi ce qui se passe à plus petite Bien échelle. sûr. Euh, et ils ont aussi des moyens de contrôle de l'économie qui sont assez différents des pays occidentaux, parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, une économie dirigiste. Donc, pouvoir central très fort, notamment ils contrôlent beaucoup leur monnaie. Ils disent qu'ils ne le font plus depuis qu'ils ont abandonné le taux de change fixe en 2005, qu'ils ont un taux de change flexible basé sur un panier de devises dont l'euro, le dollar US, etc. Mais on sait très bien qu'ils interviennent souvent pour garder la monnaie assez basse. Donc, ce sera vraiment à suivre parce qu'on verra s'il y a un effet de contagion auprès des moyennes banques et ultimement des grandes banques dans les mois à venir. À suivre. Ben, on va rester du côté de la Chine parce que tu nous parles de la grande politique industrielle chinoise en 2025, donc les atteintes de cette politique-là, de quelle façon ça peut nous toucher et qu'est-ce que c'est exactement cette Alors, politique-là? tant qu'à parler justement du géant chinois et des mythes et des réalités qui entourent cette économie-là, faut pas oublier qu'ils ont quand même une vision de grandeur et surtout, ils ont une vision à très long terme. Pays qui n'a pas d'élection, puisque c'est une dictature, Voilà. oblige, ça permet de pouvoir prévoir la croissance sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même, Mhm. parce qu'il n'y a pas des élections tous les 4 ans, on n'est pas obligé de faire des promesses, il n'y a pas besoin de consensus partisan. Et il se trouve que, à la base, il y a près de 25 ans, la Chine avait investi massivement pour rentrer dans certaines industries avec une valeur ajoutée assez limitée. Et ça avait vraiment affecté très fort nos entreprises en Occident qui pouvaient pas compétitionner pour les si bas prix qu'offrait la Chine pour les mêmes produits. Or, en 2015, et on va voir le lien tout de suite avec maintenant, en fait, qui est 2025, ils ont entrepris en 2015 une immense politique industrielle, mais dans les industries de pointe. Ils ont investi massivement, créé vraiment artificiellement, notamment 10 secteurs spécifiques qui visaient, avec des milestones, donc des choses à atteindre en 2025, en 2035 et en 2049, qui n'est pas une date anodine, c'est le temps du Parti communiste chinois. Et en fait, ce plan prévoyait vraiment d'atteindre, comme je l'ai dit, des bornes, donc des cibles aux dates prévues. Et il se trouve que ça se passe relativement bien. Et ces fameux secteurs, c'est les machines agricoles, c'est les outils de commande numérique et robotique, c'est les technologies de l'information, c'est les équipements aérospatiaux, les équipements ferroviaires, les navires haut de gamme et le médical. Ah ouais. Donc, c'est vraiment à surveiller parce que là, 2025, c'est une année importante pour eux. Et donc, il y aurait beaucoup de choses et beaucoup d'annonces qui pourraient arriver ou de choses, de nouveaux produits de haut de gamme qu'on verra arriver sur les marchés occidentaux qui, évidemment, arriveraient à un prix défiant toute concurrence. Donc, ça va être quelque chose d'assez incroyable et ça pourrait impacter, évidemment, la belle province. Ben oui, ben oui. Il y a tellement de choses qui arrivent de la Chine, puis on n'est pas concurrentiel, on le sait, donc à surveiller ça aussi. Et on va terminer avec une nouvelle plus près de chez nous, donc Costco, qui, on le sait, ont augmenté le prix du membership pour avoir notre carte. Est-ce que ça a eu des effets négatifs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de débarquer ou au contraire, ça n'a absolument pas bougé? Écoute, je voulais parler de Costco parce que, comme tous les parents, hein, j'ai ma carte. Ah Je ben dois le oui. dire, c'est sûr que je préfère acheter généralement chez les marchands du coin, notamment mon boucher. Mais c'est un peu Disney World pour les adultes et pour les parents. Et donc, ils ont annoncé qu'ils augmentaient le prix de leur carte de membre, donc de 60 à 65 dollars pour le tarif régulier, puis l'autre tarif qui est club affaires, qui est 120 à 130 dollars. Il y a eu une petite en bourse, là, l'action a un petit peu décroché en passant de 884 dollars à 847 dollars en une journée.
pour finalement en fait déjà être revenu au-dessus de 855 $. Donc ça va très bien. L'action a quand même continué à croître. C'est un mystère. Costco, c'est une action qui va très très bien. C'est une entreprise qui a des résultats extraordinaires, qui a peu de dettes, qui a une gestion vraiment exemplaire. Tout ce qu'aiment les investisseurs. C'est sûr que c'est un peu particulier si on regarde du côté court-bénéfice, hein, qui atteint des sommets à 52 fois le bénéfice. Donc Mhm. on s'attendrait à ce qu'il y ait une correction. Ça continue à monter. Donc écoute, Mais la bourse, c'est il la paraît que c'est quand même confiance. payant de payer les La, gens pour faire l'épicerie. la bourse, c'est la confiance, Pierre. Puis les gens ont confiance en Costco. Ils se posent même pas la question parce qu'on va se le dire. Il y a des fois où on achète chez Costco puis on revient. Puis si tu regardes un peu les circulaires, tu fais ben finalement, j'ai pas fait un deal tant que ça. Mais on dirait on a confiance. Confiance que si c'est là-bas, on va trouver la bonne affaire. Non, exactement. Écoute, comme je te dis, c'est la beauté quand même des modèles d'affaires et des organisations bien gérées. Alors, ça ne veut pas garantir que le titre prendra pas une dérape dans les prochains mois, mais quand même, c'est vraiment une entreprise solide, très très bien gérée. Puis ça se voit puisque évidemment il y a eu du mécontentement pendant 24 heures, mais ça n'a pas affecté le titre tant que ça. Donc, à mon avis, il lui reste encore de belles années de croissance devant elle. Excellent, Pierre Graff. Merci pour cette discussion économique. On se reparle plus tard cette semaine, pardon. À très bientôt, Jean-François.